Laissons-les maintenant réfléchir à la manière de renverser la situation. Nous ne sommes pas contre. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs, tôt ou tard cela aboutira à un accord. Vous savez, cela peut paraître étrange compte tenu de la situation actuelle. Mais les relations entre les deux peuples se construiront de toute façon. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais elles se rétabliront. À quoi joue Poutine, Catherine? À poser ses conditions et à se donner le beau rôle. C'est-à-dire que là, il n'est pas du tout vindicatif. Oui. Il dit, de toute façon, au bout du compte, la vieille ritournelle d'avant, c'est-à-dire les Russes et les Ukrainiens sont frères, finalement rien ne pourra les séparer. Et puis nous, les Russes, en fait, on est prêts à trouver une solution pour que ce bon vieux passé, il a la nostalgie du passé, Vladimir Poutine, il parle de l'Union soviétique, enfin la disparition de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe du XXe siècle, il a réhabilité en partie Staline, enfin... Donc voilà, on va reprendre comme c'était avant, c'est la nostalgie d'un ancien monde qui a disparu et donc de nouveau les Russes et les Ukrainiens seront frères. Vladimir Poutine est tout disposé à ce qu'on en arrive à cette belle réconciliation. Oui, ce qu'il nous dit, général, c'est que si la guerre continue, ce n'est pas de mon fait. Hein. Ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux qui arment l'Ukraine. Moi, je suis prêt à m'arrêter, mais c'est-à-dire à ces conditions, avec les territoires annexés. Lui ne peut en douter. Enfin, je remarque quand même qu'il parle d'un rapprochement des deux peuples. J'ai quelques doutes, même dans la durée, que ça puisse se réaliser aujourd'hui et dans le futur. Parce que, vu tous les dommages qui ont eu lieu en Ukraine, vu toutes les pertes humaines qui ont eu lieu, les destructions, je ne vois pas comment ces deux peuples peuvent un jour se réunir. Donc c'est un vœu pieux. Maintenant, effectivement, sur la situation géopolitique future, on en a bien conscient. Ce qu'il a conquis, il ne va pas le redonner. Voilà. Maintenant, est-ce que les Ukrainiens seront capables de récupérer ce territoire perdu? Et finalement, il ouvre une certaine forme de porte, c'est ce que vous avez évoqué d'ailleurs, il ouvre la porte en disant, bon, ouais, on va bien négocier, mais on sait bien que ce sera à ses conditions, c'est ce qu'a dit Catherine d'ailleurs, ce sera à ses conditions, mais reconnaissons quand même qu'il y a une ouverture possible, mais à ses conditions. L'ouverture, elle existe. Maintenant, est-ce qu'elle va être vraiment exploitée par le président Zelensky? Je vois mal comment le président Zelensky pourrait accepter cette ouverture, mais d'un autre côté, dernier point, il n'a pas tort. La guerre s'arrêtera un jour. Mais pour l'instant, nul n'est capable de dire comment elle va se terminer et à quelles conditions. Voilà, donc il a donné une réalité, oui, qui va se produire un jour ou l'autre, mais on ne sait pas quand. L'année prochaine? Dans 2 ans? Oui. Dans 5 ans? C'est une vraie question sur la durée de cette guerre, et puis finalement le degré d'épuisement des deux belligérants. À quel moment seront-ils tellement épuisés qu'ils seront contraints, l'un ou l'autre, ou tous les deux, de trouver une solution? Magali, comment vous l'interprétez? C'est vraiment un message qui est adressé au peuple américain, aux Occidentaux, en fait, cette interview. Et au peuple américain, parce qu'en face, évidemment, c'est Tucker Carlson, l'ancienne vedette de Fox News, qui a aujourd'hui encore, avec sa chaîne YouTube, beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Il y a quand même beaucoup de Trumpistes qui le suivent. Donc vraiment, il s'adresse à un électorat américain et il s'adresse d'une certaine façon, c'est un message qu'il envoie aux congressmen américains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit pendant toute cette interview? C'est finalement, à quoi bon cette guerre? À quoi bon? À quoi bon continuer de livrer des armes aux Ukrainiens? Puisqu'en fait, on sait tous que vous n'arriverez pas à battre la Russie. En fait, c'est ça le message qu'il envoie. Et donc finalement, mettons-nous autour de la table. Et en fait, au moment où, au Congrès américain, on est encore en train d'essayer de trouver une solution, que Biden est en train d'essayer de débloquer cette enveloppe pour essayer de continuer à armer l'Ukraine, en fait, Poutine dit mais tout ça ne sert strictement à rien. Donc ne votez pas ces 60 milliards pour l'Ukraine. Alors on sait qu'au moment où cette interview a été diffusée, vous savez, au Congrès américain, il y a eu une avancée du côté du Sénat, justement pour ce package d'aide à l'Ukraine. Mais après le Sénat, de toute manière, il faudra que ça passe à la Chambre des représentants, où là, eh bien, les Trumpistes et les Républicains vont certainement tout bloqué. Et donc, en fait, il essaye d'enfoncer un peu plus un coin, d'essayer de saper le soutien que les Américains peuvent apporter à l'Ukraine. Et c'est vraiment là le message, je trouve, de cette interview. Tout ça ne sert à rien, cette guerre ne sert à rien. Oui. De toute manière, vous le savez très bien, vous ne battrez pas la Russie. Et en fait, il le martèle plusieurs fois. Et c'est vraiment
ce message-là qu'il essaye de faire passer à ce Tucker Carlson, qui est vraiment la voix de l'Amérique conservatrice, de l'Amérique trumpiste, qui justement s'interroge sur les tenants et les aboutissants de cette guerre. Un message adressé aux Américains, mais aussi aux Européens, Yves Dutriot, quand il dit qu'il n'a pas de volonté de s'attaquer à un pays de l'OTAN. Il pense à la Pologne ou encore à la Lettonie. Écoutons-le. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne ? Dans un seul cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il ne s'agit que de menaces. Est-ce une manière de saper le soutien de l'Occident, des Européens à l'Ukraine en leur disant « Si vous ne vous en mêlez pas, je ne vais pas venir vous attaquer, ne vous inquiétez pas ». Certainement, d'autant plus que dans les derniers mois, dernières semaines, des responsables d'Europe occidentale ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir des attaques, même Pistorius, le ministre de la Défense d'Allemagne fédérale, qu'il pourrait y avoir des menaces. On a aussi évoqué certains pays baltes où la Roumanie s'inquiète, etc., etc. Donc, il essaie de présenter un visage, j'allais dire, en riant un peu pacifiste, décontracté. On ne va pas vous attaquer. Mais ça répond très clairement à des messages récents inquiets. Alors, s'agissant des États-Unis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais alors il y a aussi une autre question qui a été posée par ce grand ami de Trump, qui est Tucker Carlson. Est-ce que vous avez une préférence quant aux deux candidats américains pour les élections de novembre prochain ? Et il se paie le luxe de dire mais non, c'est pas une question de personne, j'ai pas de préférence particulière, on trouvera toujours un moyen pour dialoguer. Alors évidemment, il ne va pas commencer à dire qu'il préfère M. Trump, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu nous après l'accuser de jouer la désinformation et pour jouer un rôle dans le processus électoral américain, comme ça a été le cas en 2016 avant l'arrivée de Trump au pouvoir en 2017. Donc il prend des précautions. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans toute cette interview, c'est qu'il veut vraiment donner l'impression qu'il est tranquille, qu'il est calme, qu'il a le temps pour lui et que de toute façon, comme il a dit, évidemment, la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Et il est vrai, comme ça a été dit, qu'il a quand même quelques arguments. Il y a une population 3 fois plus élevée, il a une économie de guerre, il a la capacité de contourner les sanctions occidentales. Donc il donne le sentiment, à la veille de son élection quasiment certaine dans les semaines qui viennent, que le temps joue pour lui et que tous ceux qui ont dit que la Russie ne pouvait pas gagner la guerre, puisqu'il dit qu'en fait il va gagner la guerre, enfin il ne peut pas être battu, c'est impossible de le battre, ça fait écho quand même à toute une série de déclarations du côté occidental. On disait que la Russie ne peut pas gagner la guerre. Et donc voilà la réponse du président Poutine au message occidental répété depuis des mois sur lequel la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Poutine qui pose aussi une autre condition pour libérer le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu depuis près d'1 an en Russie. Il n'y a pas de tabou pour régler cette question. Nous sommes prêts à la résoudre. Mais certaines conditions sont discutées par les intermédiaires des services spéciaux. Je pense qu'un accord peut être conclu. Il ne prononce pas son nom, mais ce que veut Vladimir Poutine, c'est récupérer son tueur à gages, l'assassin russe Vadim Krasikov, en échange du reporter américain. Laura Roudot, vous nous avez rejoint. Que sait-on de ce tueur à gages et pourquoi le président russe souhaite autant le récupérer ? Alors Vadim Krasikov, vous allez le voir, il a plusieurs identités. C'est un Russe de 58 ans et il est actuellement condamné en prison en Allemagne à la perpétuité puisqu'il est à l'origine du meurtre d'un Géorgien. Il s'agit de Tornik Kaftarashvili. Il a été abattu de 3 balles en plein jour dans un parc zoologique à Berlin. C'était en août 2019. Il a été tué devant sa famille. Il s'agit
d'un meurtre par représailles, car le Géorgien est un ancien séparatiste tchétchène. Il a combattu contre les forces russes pendant plusieurs années et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était considéré par la Russie comme un terroriste et qu'il avait fait sa demande d'asile en Allemagne où il vivait avec sa famille. Alors très vite, l'identité du tireur, de l'assassin, n'a fait aucun doute auprès des enquêteurs allemands. Il s'agit de Vadim Krasikov. Il a été arrêté près des lieux du crime le jour même. Il se présente auprès des autorités allemandes sous un faux nom, Vadim Sokolov. Mais pour l'Allemagne, Vadim Krasikov ou Vadim Sokolov, il s'agit de la même personne. C'est un ancien officier du KGB qui est depuis devenu commandant d'une unité spéciale du FSB. Et d'ailleurs, il est arrivé en Allemagne grâce à un faux passeport. Alors, selon le président de la cour de Berlin, ce sont les autorités russes qui ont donné l'ordre à l'accusé de liquider, je cite, la victime. Que sait-on à ce sujet? Quel est le niveau d'implication du Kremlin dans ce meurtre? Alors déjà, si l'on parle aujourd'hui encore de cet assassinat qui a eu lieu en 2019, c'est parce que l'Allemagne reste persuadée, elle l'affirme, derrière cet assassinat, il y a le Kremlin qui a orchestré donc ce meurtre, mais le Kremlin de son côté nie toute responsabilité dans le dossier Krasikov. En attendant, Vadim Krasikov n'est peut-être pas un proche de Vladimir Poutine, mais il se vante de l'avoir rencontré dans un centre de formation militaire d'élite. Le président Poutine, lui, veut récupérer le meurtrier du Tirgaten, du nom du parc où il a fomenté donc le meurtre. Et il l'a réitéré hier, Vladimir Poutine, dans son interview télévisée face au journaliste américain. Il veut récupérer son ressortissant russe. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il fait cette demande. Souvenez-vous, en décembre dernier, il avait demandé d'échanger des prisonniers contre le russe au moment de la libération de la basketteuse américaine Brittney Griner. Merci beaucoup Laura pour ces précisions. Alors c'est l'Allemagne qui bloque. Les Américains seraient prêts à cet échange, mais pour les raisons évoquées par Laura, Berlin pour l'instant refuse. Pourquoi Poutine veut à ce point récupérer son assassin ? Alors oui, d'autant qu'il n'a pas l'air très brillant, l'assassin. Oui. Parce que aller tuer quelqu'un au Tiergarten à Berlin, c'est quand même un des plus grands parcs de Berlin. Enfin, c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de monde, donc c'est pas ce qu'on fait de plus discret. Devant sa famille, donc tout ça est quand même, ça fait un peu pied nickelé quand même comme opération homo, comme on dit dans les services spéciaux pour qualifier les éliminations de certaines cibles. Donc c'est assez étonnant que Vladimir Poutine soit à ce point attaché à la libération de cet homme. Ce dont il ne parle pas, mais apparemment il veut aussi la libération de 2 hackers russes qui sont incarcérés aux États-Unis et qui, eux, en termes de qualification professionnelle, si j'ose dire, sont apparemment beaucoup plus pointus que ce tueur dont, effectivement, pour l'instant, l'Allemagne ne veut pas entendre parler en termes de libération. Mais on sait très bien que tout ça, évidemment, entre alliés, notamment, ça se négocie pour obtenir d'autres libérations. Mais le fait même que Vladimir Poutine dise qu'il est prêt à négocier cette libération, ça sous-entend que finalement, le journaliste américain, il n'a sûrement pas grand-chose non plus à lui reprocher. Parce qu'il ne dit même pas qu'il doit d'abord être condamné par la justice. On doit d'abord voir exactement ce qu'il en est. Donc c'est tout de suite, en fait, on voit que c'est juste une monnaie d'échange, comme on s'en est douté quand on a appris l'interpellation de notre confrère. Mais il le dit de manière finalement assez décomplexée. Sauf qu'effectivement, il n'a pas parlé des 2 hackers, mais on sait que Vadim Krasikov, en effet, il veut absolument le récupérer. Oui. Magali ? Non, mais c'est sûr qu'en coulisses, de toute manière, il y a un grand marchandage. Et que donc ce journaliste du Wall Street Journal, qui est quand même emprisonné depuis près d'un an. Depuis près d'un an. C'était mars dernier. Le Wall Street Journal, on sait que l'administration américaine fait tout, évidemment, pour obtenir sa libération. Mais en effet, la Poutine, de manière finalement très ouverte, pose clairement ses conditions. Rappelons-nous de la libération de Victor Bout, qui était le marchand d'armes de Vladimir Poutine, qui a été libéré en échange de la basketteuse. À l'époque, déjà, il y avait eu un grand marchandage.
les Américains voulaient aussi mettre dans le package Paul Whelan, qui est aussi un ancien soldat américain, qui est emprisonné lui aussi en Russie. Donc il y a en coulisses, malgré évidemment ce temps de guerre, des négociations qui se poursuivent. Là, ce qui est intéressant, c'est que très ouvertement, alors que sur un média évidemment américain, enfin tout ça va être relayé sur tous les sites américains, il pose clairement ces conditions. Il envoie le message aussi qu'il ne laisse pas tomber les anciens du FSB et qu'il fera tout pour les récupérer. On comprend de toute manière que voilà, ces négociations vont continuer, qu'il ouvre une porte, et on a en face un Tucker Carlson qui a l'air assez interloqué, qui lui-même en plus enfonce un peu plus notre confrère du Wall Street Journal, parce qu'il sous-entend lui-même qu'il est un espion, ce qui est quand même sous ce chef d'accusation qu'il a été arrêté en Russie. C'est un passage assez étonnant où on voit en fait un Vladimir Poutine qui est, comme vous le disiez, extrêmement sûr de lui en fait. Oui. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que Tucker Carlson n'est pas vraiment un journaliste non plus. Mais non, c'est un éditorialiste, animateur. D'ailleurs, certains journalistes américains se demandaient s'il allait quand même s'intéresser à son confrère du Wall Street Journal et poser la question. Bon, il a quand même posé la question. Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans cette affaire-là, c'est le rôle de l'Allemagne, parce qu'après tout, la justice allemande, et c'est pas seulement une affaire entre l'Allemagne et les États-Unis par rapport à cette demande, encore faut-il que la justice allemande, puisqu'on parle d'extradition, ne sont pas seulement des décisions prises par les exécutifs, les gouvernements, mais quand la justice est saisie, ça ne peut pas se faire comme ça, en coulisses, par accord entre les gouvernements. Et la justice allemande, à ma connaissance, une justice indépendante qui ne va pas accepter on ne voit pas d'ailleurs du tout l'intérêt de la justice allemande et de la procédure judiciaire, juridictionnelle en Allemagne à se prêter à de tels marchandages.